L'année est 1241. Cracovie brûle. Les flammes grimpent le long des murs de bois qui avaient tenu pendant des générations. Les cris des mourants se mêlent au tonnerre des sabots. Les hurlements de guerre mongols résonnent dans les rues, tandis que la plus grande ville de Pologne tombe sans véritable combat. Et ce n'est que le début. Au XIIIe siècle, l'empire mongol était le plus vaste empire continental de l'histoire. De la Chine au Moyen-Orient, des steppes d'Asie centrale aux forêts de Russie, leurs armées avaient écrasé chaque royaume qui s'était dressé sur leur route. Et désormais, ils avançaient vers l'ouest. La Pologne se trouvait directement sur cette route, fragmentée, divisée en duchés rivaux, gouvernée par des princes qui se méfiaient davantage les uns des autres qu'ils ne redoutaient une invasion étrangère. Si vous deviez concevoir la victime parfaite pour une conquête mongole, vous concevriez la Pologne du XIIIe siècle. Mais ce qui rend cette histoire différente, c'est ceci. Les Mongols envahirent la Pologne 3 fois. La première fois, ils l'anéantirent. La deuxième fois, ils la dévastèrent. La troisième fois, la Pologne les brisa. Pour comprendre comment cela fut possible, il faut commencer par la catastrophe. La première invasion, 1241. Les Mongols qui pénétrèrent en Pologne n'étaient pas une horde chaotique. Ils constituaient la machine militaire la plus avancée de leur époque. Leurs armées se déplaçaient plus vite que n'importe quelle force européenne. Leur réseau de renseignement était inégalé. Leur tactique de cavalerie était dévastatrice. Au cœur de leur stratégie se trouvait Subutai, l'un des plus grands généraux de l'histoire. Son plan était élégant. Tandis que l'armée principale écrasait la Hongrie, une force secondaire envahirait la Pologne pour empêcher les troupes polonaises d'aider leurs voisins du sud. La Pologne n'était pas la cible principale. Elle était une diversion. Et elle en paya le prix. Les villes tombèrent les unes après les autres. Sandomierz, Lublin et de nombreuses petites localités effacées de la carte. Les Mongols se déplaçaient avec une rapidité terrifiante, vivant sur le pays, frappant avant même que la nouvelle de leur approche ne puisse se répandre. Les forces polonaises tentèrent de résister. À Tursko et à Chmielnik, les chevaliers polonais chargèrent, dans la fière tradition de la guerre européenne, cavalerie lourde, blindée, intrépide. Ils galopèrent droit dans la retraite feinte mongole. La tactique était simple et dévastatrice. La cavalerie légère mongole simulait la panique et la fuite. L'ennemi poursuivait. Les formations se brisaient. Puis des unités mongoles dissimulées frappaient sur les flancs. Cela avait fonctionné en Chine. Cela avait fonctionné en Perse. Cela avait fonctionné en Russie. En 1241, cela fonctionna en Pologne. La confrontation décisive eut lieu lors de la bataille de Legnica, le 9 avril 1241. Le duc Henri II de Silésie rassembla la plus grande armée polonaise déployée depuis une génération. Peut-être 25 000 hommes. Des chevaliers d'ordre militaire combattaient aux côtés des nobles polonais. Des volontaires étrangers vinrent défendre la chrétienté. Sur le papier, la Pologne avait les effectifs. En réalité, elle affrontait une force entraînée depuis l'enfance à la guerre montée. La bataille se déroula comme auparavant. Une retraite mongole, une charge polonaise, des attaques sur les flancs, l'encerclement. En quelques heures, l'armée polonaise fut brisée. Henri II fut tué. Sa tête fut exposée sur une lance devant les murs de la ville. La direction de la Pologne gisait morte sur le champ de bataille. 2 jours plus tard, en Hongrie, l'armée hongroise fut anéantie à Mohi. L'Europe de l'Est s'effondra en une seule semaine. Puis, par un concours de circonstances, le grand khan mongol mourut en Mongolie. Les princes repartirent vers l'Est pour élire son successeur. L'Europe fut sauvée par la politique, non par la victoire. La Pologne survécut, mais elle était brisée. La deuxième invasion, 1259. 18 ans plus tard, les Mongols revinrent, cette fois sous Nogai Khan et Burundai, à la tête d'environ 20 000 cavaliers. Ils ne cherchaient pas la conquête, mais le châtiment. Les villes brûlèrent de nouveau. Cracovie, reconstruite après 1241, fut encore une fois dévastée. Les localités qui s'étaient rendues en espérant la clémence furent pillées malgré tout. La Pologne était toujours divisée, toujours réactive, toujours vulnérable. Mais quelque chose avait commencé à changer. Quelques fortifications de pierre tinrent bon.
peu nombreuses, pas suffisantes. Mais la leçon commençait à s'enraciner. Les Mongols pouvaient détruire des armées en rase campagne. Ils étaient bien moins efficaces face aux murs de pierre. Cette prise de conscience allait tout changer. La transformation. Au cours des décennies suivantes, la Pologne s'adapta lentement. Pas de manière spectaculaire, pas rapidement, mais délibérément. La pierre remplaça le bois. La citadelle de Cracovie fut reconstruite en pierre. Sandomierz renforça ses murailles. Les monastères de montagne furent fortifiés. Les bastions locaux consolidés. La Pologne ne pouvait égaler le vaste programme de construction de châteaux de la Hongrie. Mais elle ne se tenait plus sans défense. La figure clé de cette transformation fut Leszek II, dit Leszek le Noir. Ce n'était pas un héros légendaire des champs de bataille. Ce n'était pas un chevalier chargeant sabre au clair. C'était un organisateur. Sous son règne, la Pologne passa d'une défense réactive à une préparation proactive. Au lieu d'attendre l'invasion et d'improviser, elle se prépara avant qu'elle ne survienne. Et elle survint. La troisième invasion, 1287. À la fin de l'année 1287, Nogai Khan rassembla environ 30 000 cavaliers pour une campagne sérieuse en Pologne. Le plan était familier. 2 colonnes envahissent, pilent séparément, se rejoignent, dévastent la Pologne centrale, puis se retirent avec le butin. Cela avait fonctionné auparavant, mais la Pologne de 1287 n'était plus celle de 1241. La colonne nord-mongole frappa la première. Elle atteignit Sandomierz, s'attendant à une reddition ou à une victoire rapide. Elle trouva des murs de pierre. Elle assiégea. Elle échoua. Pour la première fois en 3 invasions, une force mongole majeure ne parvenait pas à prendre une forteresse polonaise clé. L'élan, le cœur de la guerre mongole, s'arrêta. Leszek évita l'erreur fatale de 1241. Il ne chercha pas la bataille en rase campagne. Il mit en œuvre une stratégie en 3 phases. Les forteresses tiennent. Les forces locales harcèlent les détachements dispersés. Contre-attaque concentrée lorsque l'ennemi s'affaiblit. Les Mongols trouvèrent des villes fortifiées au lieu de la panique. Des montagnards tendirent des embuscades à de petites unités. Le ravitaillement et la coordination se détériorèrent. Puis vint le tournant. Près de Łagów, les forces polonaises affrontèrent l'armée de Talabuga, sur un terrain défavorable à la manœuvre de la cavalerie. Cette fois, ce furent les Mongols qui battirent en retraite. Pour la première fois de l'histoire, une armée mongole fut repoussée de Pologne par la force. Pendant ce temps, la colonne sud de Nogai attaqua Cracovie. Encore des murs de pierre. Encore de la résistance. Encore de lourdes pertes mongoles. Incapable de prendre les grandes villes, Nogai dispersa ses forces en raids plus petits. Ce fut son erreur. L'échec obtint le soutien hongrois, dure leçon apprise en 1241, et une force de secours frappa les troupes mongoles assiégeant Starysank. Le résultat fut dévastateur. Un détachement mongol fut anéanti, non repoussé, non retardé, détruit. Avec une colonne déjà en retraite et l'autre subissant des pertes, Nogai fit face à une nouvelle réalité. La Pologne n'était plus une proie facile. Au début de 1288, les Mongols se retirèrent. Ils n'envahirent plus jamais la Pologne. Pourquoi cela fonctionna? La différence entre 1241 et 1287 n'était pas le courage. Les chevaliers polonais avaient été courageux à Legnica. C'était l'adaptation. La Pologne apprit, la bataille en rase campagne favorise la cavalerie mongole. Les murs de pierre neutralisent la mobilité. Diviser pour mieux régner fonctionne contre des royaumes fragmentés. Cela échoue face à une défense coordonnée. La stratégie de Leszek était simple mais brillante. Forcer les sièges, priver l'ennemi d'élan. Harcèlement constant. Concentrer la force au moment opportun. La Pologne n'essaya pas de surpasser les Mongols dans les tactiques de cavalerie. Elle changea le champ de bataille. La pierre ne poursuit pas une retraite feinte. La pierre ne panique pas. La pierre attend. Et l'attente brisa la campagne mongole. L'héritage. Après 1288, la Horde d'Or ne lança plus jamais d'invasion majeure de la Pologne. La diplomatie remplaça la destruction. L'aura d'invincibilité mongole se fissura. La Pologne, divisée, relativement pauvre en reconstruction après la catastrophe,
avait démontré quelque chose de profond. La défaite n'est pas permanente si l'on apprend. La Pologne perdit 2 fois, puis elle s'adapta, et lorsque les Mongols revinrent, s'attendant à une nouvelle campagne facile, ils trouvèrent un royaume qui avait bâti son avenir sur les ruines de son passé. C'est pourquoi cette histoire compte. Non parce que la Pologne était invincible, non parce que les Mongols étaient faibles, mais parce que l'adaptation, la préparation et la résilience peuvent renverser même l'avantage le plus terrifiant. En 1241, la Pologne brûlait. En 1287, elle tenait debout. Et cette fois, elle ne tomba pas.